Ma belle-fille a abandonné ma petite-fille de 4 ans chez moi à Lyon, jurant qu'elle reviendrait le lendemain. Elle n'est jamais revenue. 9 ans plus tard, apprenant l'héritage de mon fils, elle débarque avec la police pour m'accuser d'enlèvement et réclamer sa fille. Face au juge, j'ai sorti le testament. Il a demandé « Elle sait ?» J'ai répondu « Pas encore ». 5 minutes plus tard, sa mascarade s'effondrait sous ses yeux. Avant de continuer, abonnez-vous à notre nouvelle chaîne, car celle-ci va bientôt fermer. Vous trouverez un lien vers la nouvelle chaîne dans la description de cette vidéo, dans le commentaire épinglé, ou vous pouvez simplement cliquer sur le bouton « S'abonner » et sélectionner la deuxième chaîne. Papa, j'ai une opportunité incroyable à Paris, une vraie chance. Valérie se tenait dans l'encadrement de ma porte, Clara accrochée à sa main comme un petit navire à la dérive. Février à Lyon, ce matin-là, était d'un gris métallique qui rendait tout plus sombre, plus vrai aussi. Un entretien d'embauche, précisa-t-elle en évitant mon regard. Dans un restaurant étoilé. Le poste commence lundi. Il faut que j'y sois demain matin. J'ai observé ma petite fille, 4 ans, des yeux immenses, qui ne comprenait pas encore grand-chose au monde des adultes. 6 mois. Cela faisait exactement 6 mois que mon fils Mathieu était mort dans cette stupide collision sur la 6. 6 mois que je vivais dans un appartement trop silencieux du 3e arrondissement, entouré de ces affaires que je n'arrivais pas à donner. Pour combien de temps? Un jour, 2 maximum, le temps de l'entretien et de signer le contrat, s'ils me prennent. Valérie avait ce regard fuyant que je lui connaissais bien. 40 ans de carrière de notaire vous apprennent à lire les gens comme des actes juridiques mal rédigés. Chaque clause cachée, chaque omission délibérée. Clara me regardait avec ses yeux de Mathieu, mon fils, mon garçon qui ne reviendrait jamais. « Ah, d'accord », ai-je dit. Le lendemain matin, Valérie est partie avant que Clara ne se réveille. « C'est mieux comme ça », avait-elle murmuré en déposant un sac Hello Kitty dans l'entrée. Pas de larmes. Elle m'avait embrassé sur la joue, trop vite, trop nerveusement. « Je t'appelle ce soir. Merci, papa. Papa. » Elle m'appelait papa depuis 7 ans de mariage avec Mathieu. Le mot sonnait différemment ce matin-là. Le premier jour, Clara a demandé où était maman 3 fois. Le deuxième jour, 7 fois. Le troisième jour, elle a pleuré pendant 1 heure avant de s'endormir, serrant contre elle le lapin en peluche que Mathieu lui avait offert pour ses 3 ans. J'ai appelé Valérie, messagerie. J'ai envoyé des SMS, pas de réponse. J'ai essayé son numéro 15 fois le 4e jour. Toujours la même voix enregistrée, polie et impersonnelle. Le 7e jour, je suis allé au commissariat du 3e arrondissement, rue de la Part-Dieu. L'officier de police était une femme d'une 40aine d'années, les cheveux tirés en arrière, l'air fatigué de quelqu'un qui a déjà tout entendu. « Votre belle-fille a laissé sa fille chez vous ?» Elle tapotait son stylo contre le bureau avec un rythme agaçant. « Il y a 1 semaine. Elle devait revenir le lendemain. »« Elle vous a contacté depuis ?»« Son téléphone est coupé. »« Monsieur Durand ?» Elle a soupiré, ce soupir particulier des fonctionnaires qui s'apprêtent à vous expliquer que votre problème n'en est pas vraiment un. Légalement, une mère a parfaitement le droit de confier son enfant à un membre de la famille. Vous êtes le grand-père. C'est une situation familiale normale. Normale? Le mot m'a échappé plus sèchement que prévu. Elle a disparu. A-t-elle laissé l'enfant en danger? Non, mais l'enfant est-elle maltraitée? Bien sûr que non. Alors c'est une affaire de famille, monsieur. Si elle ne revient pas d'ici quelques semaines, vous pourrez entamer des démarches pour la garde. Mais pour l'instant, elle a haussé les épaules. Elle vous a confié sa fille. Ce n'est pas un enlèvement. Je suis rentré chez moi avec cette sensation étrange dans la poitrine. Pas de la colère. Pas encore. Plutôt une forme de clarté froide, mathématique. Valérie avait fui. Elle ne reviendrait pas. Du moins, pas tant qu'il n'y aurait pas quelque chose à y gagner. 40 ans de notariat vous enseignent une vérité fondamentale. Les gens sont prévisibles. Ils reviennent toujours. Quand ils entendent le mot « héritage », quand ils sentent l'odeur de l'argent. Ce soir-là,
J'ai ouvert un cahier neuf, page blanche, couverture noire, date 23 février 2016. J'ai commencé à écrire. Chaque détail. L'heure du départ de Valérie, ses derniers mots. Le nombre d'appels sans réponse. Les pleurs de Clara. Documentation. Méthodologie. Patience. J'ai regardé ma petite fille endormie sur le canapé, son lapin serré contre elle. Elle avait 4 ans et venait de perdre sa mère pour la 2e fois, en 6 mois. Elle reviendra, ai-je murmuré dans le silence de l'appartement. Ils reviennent toujours, quand ils entendent parler de l'argent. Et ce jour-là, je serai prêt. Les souvenirs ont cette particularité cruelle de surgir aux moments les plus inattendus. Le premier mois avec Clara, j'ai pensé à Mathieu chaque fois qu'elle riait. Ce rire cristallin qu'il avait eu, lui aussi, avant que la vie ne le rende plus sérieux. Je me souviens de ce dimanche de novembre 2014, 14 mois avant sa mort. Nous étions à mon petit vignoble de Villiers-Morgon, en Beaujolais. Mathieu portait Clara sur ses épaules, la petite criait de joie entre les rangées de vignes dénudées. « Papa, regarde, je suis géante !» Valérie était restée dans la voiture, le regard rivé sur son téléphone. « Elle n'aime pas la campagne », avait expliqué Mathieu, avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Trop calme pour elle. Trop calme. J'aurais dû comprendre, ce jour-là. Les signes étaient tous là, parfaitement alignés comme les paragraphes d'un acte notarié mal ficelé. Mais on ne voit jamais les catastrophes arriver quand c'est notre propre famille. 3 semaines après le départ de Valérie, j'ai pris rendez-vous avec Laurent Richard. Nous avions nos bureaux dans le même immeuble rue de la République pendant 23 ans. Pas des amis, non. Des collègues qui se respectent. Ce qui, dans notre profession, vaut parfois plus que l'amitié. Jean-Pierre. Il m'a serré la main avec cette poigne ferme des notaires de la vieille école. J'ai appris pour Clara. Tu tiens le coup? J'ai besoin de ton aide professionnelle. Son sourcil s'est levé d'1 millimètre. Raconte. Je lui ai exposé la situation, cliniquement, factuellement. Valérie partie depuis 3 semaines. Téléphone coupé. Aucun contact. Clara qui demandait encore sa maman avant de s'endormir, mais de moins en moins fort, de moins en moins souvent. Laurent a pris des notes, méthodiques. Une délégation de l'autorité parentale dans un premier temps, puis, si elle ne se manifeste pas dans les 6 mois, on peut envisager une garde permanente pour abandon de fait. Combien de temps? Pour la délégation, 3 mois si tout va bien. Pour la garde complète, il a hésité. 1 an, peut-être plus. Le juge aux affaires familiales vérifiera que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Ce sera le cas. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Jean-Pierre, tu as 61 ans. Tu es certain de vouloir élever une enfant de 4 ans? J'ai pensé à Clara le matin même, qui avait dessiné une maison avec 2 bonshommes. C'est toi et c'est moi, papy. Pas de 3e bonhomme, plus de maman dans le dessin. Certain, le processus a commencé. Formulaire, audience, enquête sociale. Une femme très professionnelle est venue inspecter mon appartement, poser des questions à Clara, vérifier que je n'étais pas un monstre déguisé en grand-père aimant. Entre 2 rendez-vous administratifs, j'ai ouvert un compte bancaire au nom de Clara. Chaque mois, j'y versais 450 €. Pension alimentaire de la mère, indiquait le libellé. Ma propre argent, évidemment, mais sur le papier, sur les relevés bancaires, cela créait une trace. Une preuve que je subvenais aux besoins de ma petite fille avec les fonds qui auraient dû venir de sa mère. J'ai envoyé à Valérie ma première lettre, recommandée le 15 mars 2016. Adresse à Paris, celle qu'elle m'avait donnée des mois auparavant. Retour à l'expéditeur. Destinataire inconnu à cette adresse. J'ai souri. Pas de joie. De satisfaction professionnelle. Une pièce de plus au dossier. Clara a commencé l'école maternelle en septembre 2016. Grande section. La maîtresse, Madame Fontaine, m'a convoqué après 2 semaines. Monsieur Durand, Clara est une enfant délicieuse, mais elle a dit quelque chose qui m'a interpellé. Mon cœur s'est serré. Quoi donc? Nous faisions un exercice sur la famille. Chaque enfant devait dessiner sa maison avec les personnes qui y habitent. Clara a dessiné un monsieur avec une cravate et des lunettes. Je lui ai demandé où était sa maman. Elle m'a regardé et elle a dit « Maman est partie chercher du travail ».
Papy dit qu'elle va peut-être revenir un jour. J'ai avalé la boule dans ma gorge. C'est ce que je lui ai expliqué, oui. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Tout va aussi bien que possible. Ce soir-là, j'ai pris Clara dans mes bras et je lui ai lu 3 histoires au lieu d'une. Parce que c'était tout ce que je pouvais faire. La protéger, l'aimer, documenter chaque moment pour le jour où Valérie reviendrait. Car elle reviendrait. J'en étais certain. J'avais un autre dossier, soigneusement rangé dans le tiroir de mon bureau. L'appartement de Mathieu, Presqu'île, 5e arrondissement. 125 mètres carrés qu'il avait acheté en 2010, avant son mariage. Propriété personnelle, valeur estimée, 680 000 euros. En décembre 2017, j'ai vendu l'appartement. Acte authentique passé devant Laurent. Les 632 400 euros nets, après frais de notaire, ont été versés sur un compte bloqué au nom de Clara Durand. Accès à 25 ans, ou avant, sur décision de justice. Valérie n'avait aucune idée que cet argent existait. Elle ne savait pas que son mari avait changé son testament en janvier 2015, 15 jours après avoir découvert ces messages sur son téléphone. Ces messages à un certain Damien plein de promesses et de projets qui n'incluaient ni lui ni leur fille. Mathieu était venu me voir ce jour-là, les yeux rouges, les mains tremblantes. « Papa, je dois changer mon testament. Tout pour Clara, rien pour Valérie. C'est possible? Si tu as des preuves de l'adultère, oui, le juge peut... J'ai les preuves. » Il avait sorti son téléphone, les captures d'écran. Les conversations. 6 mois de trahison, minutieusement conservés. Nous avions rédigé le testament ce jour-là même. Testament authentique, inattaquable. 3 semaines plus tard, Mathieu mourait sur la 6, quelque part entre Lyon et Paris. Maintenant, en 2020, Clara avait 8 ans. Elle jouait du piano, dessinait des châteaux, rapportait des prix d'excellence de son école. Elle m'appelait toujours papy, jamais papa, comme si elle savait instinctivement qu'il y avait une différence. J'avais 3 classeurs remplis de documents. Lettres recommandées retournées, 47, rendez-vous médicaux documentés, 34, bulletins scolaires, 16, photos de nos voyages, de ses anniversaires, de Noël, 847, un arsenal de papier, une forteresse de preuves. Parce que j'avais compris quelque chose au fil de ces années. Valérie reviendrait, pas pour Clara, pour l'argent qu'elle croyait lui revenir de droit. L'héritage de son mari mort. Et ce jour-là, je serai prêt. La justice française est lente, mais elle est méticuleuse. Elle aime les documents, les preuves, les faits indiscutables alignés en colonnes bien nettes. J'avais tout cela. Et j'avais la patience d'un homme qui sait que la vengeance se serre froide. Non, pas la vengeance, la justice. Il y a une différence, aussi subtile soit-elle. Clara dormait dans sa chambre, le lapin de Mathieu toujours serré contre elle. 9 ans bientôt, une vie entière sans sa mère. J'ai ouvert mon cahier noir et j'ai écrit « 23 décembre 2020 ». Clara a eu 100% à son contrôle de mathématiques. Elle veut être architecte. Toujours aucune nouvelle de Valérie. Puis j'ai refermé le cahier et j'ai souri dans le noir. Ils reviennent toujours. Les années qui ont suivi ont eu cette qualité étrange des périodes de paix avant la tempête. Clara grandissait. Moi, je documentais. En septembre 2021, elle est entrée au collège Jean Moulin, dans le 6e arrondissement. Uniforme impeccable, cartable trop lourd, sourire nerveux du premier jour. Je l'ai photographiée devant le portail. Photo numéro 1243 dans le dossier. Classée, datée, archivée. « Papy, tu prends toujours autant de photos », avait-elle remarqué avec cette perspicacité des enfants qui grandissent trop vite. Pour ne rien oublier, ma chérie. Ce que je n'ai pas dit, pour que personne ne puisse prétendre que ces années n'ont pas existé, que ces moments n'ont pas compté, qu'elle n'était pas aimée, protégée, chérie. Les dimanches, nous allions à Villiers-Morgon. Mon vignoble n'était pas grand, 3 hectares de gamay qui produisaient un morgon honnête, sans prétention. Clara aimait marcher entre les rangs, toucher les feuilles, observer les saisons transformer la vigne. En automne, elle m'aidait aux vendanges. Enfin, aider était un grand mot.
Elle grappillait plus qu'elle ne récoltait, les doigts et la bouche tachés de violet. « Pourquoi tu gardes ce vignoble, papy? Tu n'en vis pas. » Nous étions en octobre 2022. Elle avait 10 ans et demi, cette franchise brutale des préadolescents. Parce que ton arrière-grand-père l'a plantée en 1952. Ton grand-père l'a entretenue. Ton père y venait enfant. J'ai regardé les coteaux qui descendaient frotto vers le village. Les racines, Clara, certaines choses méritent d'être préservées même si elles ne rapportent rien. Elle a hoché la tête, sérieuse. Puis elle a ajouté, avec cette désinvolture calculée des questions importantes, « Maman, elle avait des racines ?» Le mot « maman » était devenu si rare dans sa bouche qu'il m'a surpris. Comme un objet qu'on retrouve au fond d'un tiroir, oublié depuis longtemps. « Ta maman ?» J'ai choisi mes mots avec le soin d'un notaire rédigeant une clause délicate. « Ta maman n'a jamais su où planter les siennes. Certaines personnes passent leur vie à chercher ailleurs ce qu'elles ont déjà. » Clara a cueilli une grappe oubliée, l'a examinée contre le soleil. C'est triste. Oui, c'est triste. Nous n'en avons plus parlé. Mais ce soir-là, j'ai ajouté dans mon cahier 15 octobre 2022. Clara demande pour la première fois depuis 2 ans des nouvelles de sa mère. Réponse donnée, vérité sans amertume. Pas de nouvelles de Valérie, 2347 jours depuis son départ. Au collège, Clara excellait. Mathématiques, français, arts plastiques, partout des notes qui me remplissèrent d'une fierté tranquille et féroce. Chaque bulletin scolaire rejoignait le dossier. Chaque mention, félicitation, était une brique de plus dans la forteresse que je construisais. En janvier 2023, elle a gagné un concours de dessin départemental. Son œuvre, une aquarelle représentant le vignoble sous la neige, a été exposée à l'hôtel du département pendant 3 mois. Je suis allé la voir 7 fois. J'ai pris 34 photos sous différents angles. J'ai récupéré l'article du Progrès qui en parlait. Tout dans le dossier. Ses amis venaient parfois à la maison. Chloé, Léa, Manon. Des gamines de 12 ans qui riaient trop fort et parlaient trop vite, remplissant l'appartement d'une vie que je n'avais pas connue depuis des années. Je leur préparais des crêpes, je les écoutais débattre de sujets incompréhensibles, je souriais de leurs drames adolescents. « Ton grand-père est cool », disait Léa à Clara un dimanche après-midi, pensant que je n'entendais pas. « Oui, il est... » Clara avait hésité. « Il est là, toujours. » Ce « toujours » m'a fait plus plaisir que tous les compliments du monde. Mais sous cette vie qui ressemblait à une vie normale, je continuais. Chaque rendez-vous médical, documenté. Vaccination contre le papillomavirus en mai 2023. Certificat classé. Appareil dentaire posé en septembre 2023. Devis, facture, photo du premier jour. Tout. Laurent Richard prenait un café avec moi tous les 3 mois environ. Rituel informel dans son bureau de la rue de la République, toujours à 10h30, toujours le même expresso serré. « Tu continues » m'avait-il demandé en mars 2024. « À documenter » ? « Oui. » Jean-Pierre. Il a reposé sa tasse avec ce geste précis qui le caractérisait. « Cela fait 8 ans. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais. »« Elle reviendra. » « Comment peux-tu en être si sûr ?» J'ai souri. Ce sourire que mes confrères me connaissaient, celui qui précédait toujours les coups les plus calculés. Parce que les gens comme Valérie ne changent pas, Laurent. Ils attendent, ils espèrent, et quand ils pensent que le moment est venu, que la proie est fatiguée, vulnérable. J'ai bu mon café, observant les passants dans la rue à travers la fenêtre. Alors ils reviennent, toujours. Et si tu te trompes ? Alors j'aurai élevé ma petite fille avec amour et constitué une documentation qui servira à sa majorité. Dans les 2 cas, je gagne. Il a hoché la tête, compréhensif. C'est l'avantage de travailler entre notaires. On comprend la valeur des preuves, la puissance des documents bien classés, la force d'un dossier irréprochable. En décembre 2024, Clara avait 12 ans, bientôt 13. Une jeune fille maintenant, plus une enfant. Elle ressemblait de plus en plus à Mathieu, ses yeux gris, cette façon de pencher la tête quand elle réfléchissait, cette rigueur dans tout ce qu'elle entreprenait. Le soir de son anniversaire, nous étions seuls tous les deux. Gâteau au chocolat fait maison, 12 bougies, l'appartement illuminé comme pour une fête. Elle a soufflé, fait son vœu,
puis m'a regardé avec cette gravité nouvelle. « Papy, je peux te poser une question ?»« Toujours. Est-ce qu'elle sait, pour moi je veux dire, que j'existe encore, que je vais bien ?» La question m'a transpercé, parce que derrière, il y avait toutes les autres questions qu'elle ne posait pas. Pourquoi? Comment? Est-ce ma faute? Je ne sais pas, ma chérie, je lui ai écrit, beaucoup. Les lettres sont toutes revenues. Vérité, toujours la vérité, même quand elle fait mal. Mais je sais une chose, avec certitude, tu mérites mieux que l'incertitude. Tu mérites d'être choisi, tous les jours, et c'est ce que je fais. Elle a hoché la tête, les yeux brillants, mais pas de larmes. Forte. Ma Clara était forte. Je sais, papy, je sais. Cette nuit-là, j'ai ajouté au dossier. 18 décembre 2024, 12 ans de Clara. Elle pose des questions sur sa mère. Pas de ressentiment dans sa voix. De la curiosité seulement. Maturité exceptionnelle pour son âge. 3187 jours sans nouvelles de Valérie. J'ai fermé le classeur numéro 3. Il y en avait maintenant 4, soigneusement alignés dans mon bureau. Des années de vie condensées en documents. Des années d'amour, transformées en preuves. Et j'ai attendu, parce que je savais. Avec cette certitude qui vient de l'expérience, de la connaissance profonde de la nature humaine, je savais qu'elle viendrait. Pas pour Clara. Pour l'argent dont elle avait sûrement entendu parler. D'une manière ou d'une autre, les secrets, en France, ne restent jamais secrets très longtemps, surtout quand il y a 690 000 € en jeu. Et quand elle viendrait, je serais prêt. Plus que prêt. J'étais devenu autre chose pendant ces années. Plus seulement un grand-père qui protège. Quelque chose de plus froid, de plus calculé. Un prédateur patient qui attend que sa proie fasse exactement ce qu'il a prévu. Avril 2025 est arrivé avec cette lumière particulière du printemps lyonnais, dorée et cruelle. Clara avait 13 ans depuis 4 mois. Élève brillante, jeune fille équilibrée, future architecte peut-être, si ses rêves tenaient au bon. Le 14 avril, un lundi, je suis rentré des courses vers 16h45. Clara devait arriver de son cours de dessin à 17h30. J'ai garé ma voiture dans le parking souterrain, pris les 2 sacs de provisions, vérifié ma montre. Routine, normalité. Vie tranquille d'un grand-père et de sa petite fille. Puis j'ai vu la voiture de police devant l'immeuble, 2 agents en uniforme, une femme d'une trentaine d'années, cheveux blonds tirés en chignon strict, qui pleurait. Non, qui jouait à pleurer. Même à 15 mètres, je reconnaissais la différence. Et un homme. La quarantaine, blouson de cuir, posture agressive. Il regardait l'immeuble comme s'il en évaluait la valeur. Mon cœur n'a pas accéléré. Au contraire. Il s'est calmé, cette clarté froide, mathématique, que je connaissais si bien. 9 ans, 3 mois, 21 jours. Valérie était revenue. Je me suis approché lentement, les sacs de course à la main, image parfaite du vieux monsieur inoffensif qui rentre chez lui. L'un des policiers, un jeune homme au visage sérieux, s'est tourné vers moi. « Monsieur Durand? Jean-Pierre Durand? »« Oui, puis-je vous aider ?» La femme blonde a levé la tête. Valérie, vieillie, fatiguée, des cernes sous les yeux, les cheveux moins soignés qu'avant, une maigreur qui parlait de vie difficile, de choix ratés. « Papa !» Elle s'est jetée vers moi, bras tendus. Performance Academy Award. « Oh, papa, enfin !» Je suis resté immobile, les sacs toujours dans les mains. Pas d'embrassade, pas de réaction. Valérie, le policier a consulté son carnet. « Monsieur Durand, Madame Morel, notez le nom, elle avait repris son nom de jeune fille, a déposé une plainte pour enlèvement d'enfant. Elle affirme que sa fille, Clara Durand, a été retenue contre son gré, a coupé l'homme au blouson de cuir, voix rauque, accent parisien. Par vous, depuis 9 ans. » J'ai regardé Valérie. Ses yeux fuyaient les miens. Certaines choses ne changent jamais. Je vois, j'ai posé mes sacs de course. Voulez-vous entrer? J'ai tous les documents nécessaires à l'intérieur. La phrase a eu son effet. Le policier a échangé un regard avec sa collègue. Tous les documents n'est pas ce que dit un coupable. Damien? Non! Valérie a retenu l'homme par le bras. Damien, donc c'était lui.
Le même Damien des messages de 2014, fidèle au poste, touchant. Il va nous manipuler comme il a manipulé le tribunal. Quel tribunal? Ai-je demandé calmement. Le tribunal qui t'a donné la garde de ma fille. Le tribunal judiciaire de Lyon, vous voulez dire? Celui qui a statué en juin 2017 sur une requête que vous n'avez jamais contestée parce que vous ne vous êtes jamais présenté. Silence. Magnifique silence. La policière a froncé les sourcils. Madame, vous étiez au courant de cette procédure? Il a fait en sorte que je ne sois pas informé. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mes emails. Voulez-vous voir les 47 lettres recommandées envoyées entre 2016 et 2020, toutes retournées avec mention « destinataire inconnu » à cette adresse? Damien s'est avancé menaçant. Vous croyez qu'on va gober vos histoires? Vous avez volé cette gamine. Monsieur, le policier l'a arrêté d'un geste. Calmez-vous. Puis se tournant vers moi. Monsieur Durand, nous allons devoir vérifier ces affirmations. Naturellement, entrez, je vous prie. C'est à ce moment que Clara est apparue, au bout de la rue, son sac de cours de dessin à l'épaule. Elle a ralenti en voyant la scène. 13 ans, petite pour son âge, les yeux de Mathieu si intelligents, si perçants. Elle m'a regardé, j'ai fait un signe discret. Tout va bien. Clara, Valérie s'est précipitée. Ma chérie, ma petite fille. Clara s'est figée. Puis, elle s'est tournée vers moi, les yeux remplis d'une question muette. Clara, approche. Ma voix était calme. Ces messieurs de la police voudraient te poser quelques questions, cette dame. J'ai hésité une fraction de seconde. Affirme être ta mère. Le visage de Clara n'a montré aucune reconnaissance, aucune émotion, juste une légère confusion. Je ne la connais pas. Valérie a émis un son, mi-sanglot, mi-cri. Tu ne me reconnais pas, mon bébé, c'est moi, c'est maman. Papy, Clara s'est accrochée à mon bras. Qu'est-ce qui se passe? Dans mon appartement, j'ai sorti les classeurs. 1, 2, 3, 4, posés sur la table du salon avec cette précision que seuls les notaires maîtrisent vraiment. Les policiers ont vérifié. Délégation de l'autorité parentale 2016. Jugement de garde définitive 2017. Lettres recommandées retournées. Bulletins médicaux. Relevés bancaires montrant les versements mensuels pour pension alimentaire. Monsieur Durand? La policière fermait le dernier classeur, impressionnée malgré elle. C'est extrêmement complet. Je suis notaire. Enfin j'étais. La rigueur est une habitude. Valérie pleurait maintenant pour de vrai. Pas de performance. De vraies larmes de panique. Damien, à côté d'elle, regardait l'appartement avec une expression nouvelle. Calcul, évaluation. 95 mètres carrés, 3e arrondissement, immeuble bourgeois. Vue sur la Pardieu. Valeur estimée, 426 000 €. Il avait vu les tableaux au mur, les meubles anciens, les signes de richesse tranquille. Écoutez, Damien a pris sa voix la plus raisonnable. On ne veut pas de problème. Mais Clara a droit à l'héritage de son père, non? Valérie est sa mère légale. Elle a le droit de gérer... Ah, voilà. Pas Clara. L'argent. J'ai souri. Ce sourire que Laurent connaissait. Celui d'avant les coups décisifs. L'héritage de mon fils? J'ai croisé les mains sur la table. Voulez-vous parler de l'appartement de la Presqu'île, 125 mètres carrés, 5e arrondissement? Le visage de Damien s'est illuminé. Valérie a retenu son souffle. Cet appartement a été vendu en décembre 2017. Acte authentique. Les fonds ont été placés sur un compte bloqué au nom de Clara Durand, accessible à ses 25 ans ou sur décision de justice. Pause. Géré par moi en tant que tuteur légal désigné par le tribunal. Combien? La question de Damien, brutale, cupide. Je ne pense pas que cela vous concerne. Mais c'est l'argent de ma fille. Valérie avait retrouvé sa voix. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits que le tribunal m'a donnés. J'ai ouvert un dernier document. Et concernant vos prétentions sur cet héritage, Madame Morel, je crois que vous devriez consulter un avocat. Le régime matrimonial, les conditions du testament. J'ai laissé la phrase en suspens. Les policiers se sont levés. Monsieur Durand, tout semble en ordre ici. Madame Morel,
Si vous souhaitez contester la garde, vous devrez passer par le tribunal aux affaires familiales. Ce n'est pas une affaire pénale. Mais, bonne journée. Ils sont partis. Valérie et Damien sont restés sur le palier, hébétés. Je reviendrai. Valérie a crié avant que la porte ne se ferme. Je récupérerai ma fille et l'argent qui lui revient de droit. J'ai fermé la porte. Silencieusement. Clara me regardait, les yeux immenses. Papy, c'était vraiment elle? Maman? Oui, ma chérie. Pourquoi maintenant, après tout ce temps? J'ai hésité. Puis j'ai décidé que 13 ans, c'était assez vieux pour la vérité. Parce qu'elle a appris qu'il y avait de l'argent, Clara, et les gens comme elle. J'ai caressé ses cheveux. Ils reviennent toujours quand ils sentent l'odeur de l'argent. Elle a hoché la tête. Pas de larmes. Ma Clara était forte. Ce soir-là, après l'avoir couchée, j'ai appelé un numéro que j'avais préparé depuis des mois. Cabinet Bernard et Associés. Bonsoir. Bonsoir, je souhaite prendre rendez-vous avec maître Sophie Bernard. C'est pour une affaire de droit familial. Urgente. Votre nom? Jean-Pierre Durand. Le lendemain, j'étais dans son cabinet. Bureau élégant quai Saint-Vincent, vue sur la Saône. Sophie Bernard avait 55 ans, une réputation de fer dans le droit familial, et ce regard acéré des avocats qui ont tout vu. J'ai posé les 4 classeurs sur son bureau. « Madame, j'ai besoin de vos services. Ma belle-fille vient de réapparaître après 9 ans d'absence. Elle veut la garde de sa fille et l'héritage qu'elle pense lui revenir. » Sophie Bernard a ouvert le premier classeur, puis le deuxième, puis le troisième. 15 minutes plus tard, elle a levé les yeux vers moi. « Monsieur Durand ?» Un sourire, rare, appréciatif. C'est le dossier le plus documenté que j'ai jamais vu. Est-ce suffisant? Suffisant. Elle a refermé le dernier classeur. « Monsieur, avec ce que vous avez là, nous ne défendons pas, nous attaquons. » J'ai souri. 9 ans d'attente. Enfin, la partie pouvait commencer. La semaine suivante a été celle des formalités. Les formalités que j'aime tant, celles qui transforment les intentions en actes juridiques inattaquables. Sophie Bernard ne perdait pas de temps. Le 22 avril, elle m'a convoqué dans son cabinet pour ce qu'elle appelait une stratégie de défense proactive. J'aimais déjà cette femme. « Monsieur Durand, votre belle-fille va certainement déposer une requête en révision de garde. » Elle avait étalé devant elle une dizaine de documents annotés de sa main précise. Ses arguments seront prévisibles: dépression post-traumatique après la mort de son mari, recherche d'emploi, impossibilité de contact. Tout est faux, je sais, et nous le prouverons. Mais je suggère que nous ne nous contentions pas de défendre. J'ai souri. Je vous écoute. Nous allons demander la déchéance totale de l'autorité parentale, pour abandon délibéré d'enfant. Elle a poussé vers moi un projet de requête. Avec votre documentation, c'est du solide. J'ai parcouru le document, méthodique, implacable, chaque fait établi, chaque preuve référencée. Combien de temps? Pour l'audience préliminaire? Fin mai, début juin probablement. Le juge Thierry Morel est connu pour sa rigueur. Il n'aime pas les parents qui abandonnent leurs enfants puis reviennent réclamer leurs droits. Parfait. Il y a autre chose. Sophie a hésité une fraction de seconde. Cette histoire d'héritage. Vous dites que le testament de votre fils déshérite sa femme? Pas exactement. Le testament lègue tout à Clara. Rien n'est prévu pour Valérie. Vous avez le testament? Testament authentique, établi chez maître Laurent Richard le 15 janvier 2015. Son regard s'est illuminé. Authentique? Vous êtes certain? Absolument. Je l'ai rédigé moi-même. Enfin, nous l'avons rédigé ensemble, mon fils et moi. Monsieur Durand, elle s'est penchée en avant. Si ce testament est authentique et antérieur au décès, il prime sur tous les droits de la veuve, surtout s'il mentionne des causes. Il mentionne l'adultère. Preuve à l'appui. Sophie Bernard a souri. Ce sourire de prédateur que reconnaissent tous les avocats qui ont trouvé la faille fatale dans le dossier adverse. Alors nous n'allons pas seulement défendre la garde, monsieur Durand, nous allons fermer toutes les portes, définitivement. Le 28 avril, la lettre recommandée est arrivée.
Requête de Madame Valérie Morel, née Leblanc, en révision de la garde de Clara Durand, mineure. Date d'audience, 18 juin 2025, 14h30, tribunal judiciaire de Lyon. J'ai lu la requête attentivement. Son avocat, un certain maître Girard que je ne connaissais pas, avait bien travaillé. Récit larmoyant de la jeune veuve dévastée, incapable de gérer sa douleur, ayant confié temporairement sa fille à son beau-père pour reprendre des forces. Silence radio transformé en absence de réponse aux lettres du grand-père qui isolait l'enfant. Retour motivé par l'amour maternel, enfin assez fort pour affronter le passé. Pas un mot sur Damien. Pas un mot sur l'argent. Bien joué. Presque convaincant. J'ai appelé Sophie. Vous avez reçu? Je lis. Un silence. C'est créatif, faux mais créatif. Que faisons-nous? Nous répondons point par point. Avec vos classeurs, ce sera un massacre. Préparez-vous, monsieur Durand. Ils vont jouer la carte de l'émotion. Nous jouerons celle des faits. Les semaines suivantes ont été étranges. Valérie et Damien se sont manifestés 3 fois. Une lettre d'abord, livrée par huissier, demandant un droit de visite immédiat pour ne pas traumatiser davantage l'enfant. Sophie a répondu par une autre lettre, tout aussi officielle, rappelant que seul le juge pouvait statuer. Puis, Valérie est apparue devant l'école de Clara le 7 mai. Le directeur, M. Ferrand, que j'avais prévenu, a immédiatement appelé la police. Valérie pleurait, criait qu'on l'empêchait de voir sa fille. Les autres parents regardaient, gênés, choqués. Clara est restée à l'intérieur avec sa professeure principale jusqu'à mon arrivée. Quand je suis entré dans le bureau, elle dessinait calmement, mais ses mains tremblaient légèrement. Papy, elle était là. Je sais, ma chérie. Pourquoi elle fait ça? J'ai choisi mes mots avec soin. Parce qu'elle pense que si elle fait assez de bruit, assez de scène, les gens croiront qu'elle t'aime vraiment. Et ce n'est pas vrai. Je ne peux pas lire dans son cœur, Clara, mais je sais une chose, l'amour, le vrai, il ne disparaît pas pendant 9 ans. Il ne revient pas seulement quand il y a quelque chose à gagner. Elle a hoché la tête. Ma Clara, si mature pour ses 13 ans. Le soir même, Sophie déposait une requête d'urgence pour ordonnance de protection. Interdiction d'approcher Clara à moins de 100 mètres, sous peine d'amende. Le 14 mai, le juge Morel signait l'ordonnance. Entre-temps, j'ai fait quelque chose d'autre. Quelque chose que j'avais planifié depuis longtemps. J'ai rendu visite à Laurent Richard. Jean-Pierre. Il m'a accueilli dans son bureau avec sa poignée de main habituelle. J'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Non, j'ai besoin d'un service, professionnel. Le testament de Mathieu. Tu as toujours été perspicace. Il a sorti un dossier d'un tiroir sécurisé. Testament authentique de Mathieu Durand, établi le 15 janvier 2015. Il l'a feuilleté. Tout y est. L'adultère constaté. Les preuves. La volonté explicite de léguer l'intégralité de ses biens à sa fille Clara. Valérie ne le sait pas. Non. Pourquoi le saurait-elle? Tu as vendu l'appartement discrètement. L'argent est sur un compte bloqué. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Elle pense qu'elle peut encore revendiquer l'héritage. Exactement. Et tu vas la laisser croire jusqu'au moment optimal, oui. Laurent a souri. Tu es diabolique, tu le sais? Je préfère méthodique. Quand comptes-tu révéler l'existence de ce testament? Devant le juge, pendant l'audience. J'ai croisé les mains. Quand elle aura déjà perdu la bataille de la garde, quand elle pensera pouvoir au moins récupérer l'argent, c'est là que nous fermerons la dernière porte. Tu sais qu'elle pourrait le contester? Sur quelle base? Le testament est authentique, signé devant toi. Les preuves d'adultère sont documentées. Mon fils était dans son bon droit. La réserve héréditaire? Protège Clara, pas Valérie. Clara est l'unique enfant. Elle a droit à sa part. J'ai souri. Et elle l'aura, intégralement, gérée par moi jusqu'à ses 25 ans, exactement comme Mathieu le voulait. Laurent a refermé le dossier. J'espère que tu sais ce que tu fais. J'ai attendu 9 ans. J'ai documenté chaque jour. J'ai tout préparé. J'ai regardé par la fenêtre,
vers les toits de Lyon. Oui, Laurent, je sais exactement ce que je fais. Le 10 juin, Sophie m'a convoqué pour une dernière réunion avant l'audience. Monsieur Durand, je dois vous prévenir. L'avocat de Madame Morel va jouer sur l'émotion. Mère séparée de son enfant. Erreur de jeunesse. Désir de se racheter. Le juge Morel est strict, mais il reste humain. Et nous? Nous avons les faits, mais elle a hésité. Soyez prêts à ce qu'elle soit convaincante. Les gens mentent très bien quand leur intérêt est en jeu. Sophie, vous me connaissez depuis 3 semaines. Vous pensez vraiment que je ne suis pas prêt? Elle a souri. Non, je pense que vous êtes peut-être trop prêt, et c'est ce qui m'inquiète un peu. Pourquoi? Parce que les gens qui préparent aussi méticuleusement ont généralement quelque chose de plus en réserve. Et je me demande ce que vous ne m'avez pas dit. Intelligente, cette femme. Disons que j'aime avoir toutes mes cartes en main avant de les jouer. Le testament, entre autres. Vous allez le sortir pendant l'audience? Si nécessaire. Elle m'a regardé longuement. Monsieur Durand, vous êtes soit le client le plus préparé que j'ai jamais eu, soit vous êtes en train de me dépasser de 3 coups d'avance. J'ai souri. Disons que 40 années de notariat m'ont appris à penser aux fins de partie. Le soir du 17 juin, la veille de l'audience, j'ai relu tous mes cahiers. 9 ans de notes. De 2016 à 2025. Chaque jour avec Clara. Chaque lettre retournée. Chaque anniversaire célébré. Chaque victoire scolaire documentée. Une vie, notre vie. Clara dormait dans sa chambre, paisible. Demain, dans ce tribunal, des gens allaient décider de son avenir. Des gens qui ne la connaissaient pas. Qui ne savaient pas qu'elle aimait les aquarelles, qu'elle rêvait de construire des ponts, qu'elle avait peur du noir, mais ne le montrait jamais. Mais moi, je savais. Et demain, le juge Morel saurait aussi. J'ai fermé le dernier cahier et je me suis préparé un café, le dernier avant la bataille. 9 ans. Demain, nous verrions si la patience était vraiment une vertu. Le tribunal judiciaire de Lyon, quai Romain-Roland, a cette solennité des bâtiments qui ont vu passer trop de drames humains. Le 18 juin 2025, à 14h15, j'y suis entré avec Sophie Bernard. Clara était restée chez une amie. À 13 ans, elle n'avait pas besoin d'assister à ce spectacle. Salle d'audience numéro 4. Boiserie sombre, drapeau tricolore, ce silence particulier des lieux où la justice se rend. Sophie et moi avons pris place à gauche. En face, Valérie et son avocat, Maître Girard. Valérie portait une robe noire, simple, presque austère, pas de maquillage excessif. Les cheveux tirés en arrière, l'image parfaite de la mère repentante. Damiane n'était pas là, sage décision de son avocat sans doute. Elle m'a regardé. J'ai soutenu son regard, impassible. À 14h30 précise, le juge Thierry Morel est entré. 59 ans, cheveux gris, ce visage qu'ont les magistrats qui ne croient plus aux belles histoires. L'audience est ouverte. Affaire numéro 2025-4782. Madame Valérie Morel contre Monsieur Jean-Pierre Durand. Révision de garde concernant la mineure Clara Durand. Maître Girard s'est levé le premier. Votre honneur, ma cliente souhaite faire une déclaration. Le juge a hoché la tête. Valérie s'est levée, les mains tremblantes. Performance déjà commencée. Votre honneur, sa voix s'est brisée. Pause calculée. J'ai fait une terrible erreur. Quand mon mari est mort, j'étais perdu, dévasté. Je ne savais plus qui j'étais. Des larmes maintenant, vraies ou fausses, impossible à dire. J'ai pensé que Clara serait mieux avec son grand-père, temporairement, le temps que je me reconstruise. Le juge écoutait, visage neutre. J'ai cherché du travail à Paris. J'ai essayé de reprendre ma vie. Mais elle a sorti un mouchoir. Mais il ne me laissait pas revenir. Mes lettres restaient sans réponse. Mes appels, sanglots. J'ai essayé, votre honneur. Pendant des années, j'ai essayé. Je n'ai pas bougé, pas un muscle. Et maintenant, 9 ans plus tard, ma fille ne me reconnaît même plus. Les larmes coulaient, franchement. Mais c'est ma fille, mon bébé, je veux juste pouvoir être sa mère. Elle s'est rassise. Maître Girard a posé une main réconfortante sur son épaule.
bien orchestré. Le juge s'est tourné vers Sophie. « Maître Bernard. » Sophie s'est levée, calmement. « Votre honneur, je vais laisser les documents parler. » Elle a déposé devant le juge le premier classeur. Madame Morel affirme avoir essayé de contacter sa fille. Voici 47 lettres recommandées envoyées par mon client entre 2016 et 2020. Elle a ouvert le classeur à une page marquée. Toutes retournées avec la mention « destinataire inconnu » à cette adresse. Le visage de Valérie est passé du rose au blanc. Madame Morel a changé d'adresse 8 fois en 4 ans, sans jamais communiquer sa nouvelle adresse à mon client. Maître Girard, le juge regardait l'avocat de Valérie. Votre honneur, ma cliente était instable. Elle cherchait du travail, changeait d'appartement. 8 fois en 4 ans, Sophie a haussé un sourcil. C'est de l'instabilité ou de la fuite? Objection. Retenue. Maître Bernard, les faits seulement. Sophie a ouvert le deuxième classeur. Les faits, votre honneur. Elle a posé sur le bureau une série de photos. Voici Clara Durand à son premier jour d'école maternelle, septembre 2016. Photo suivante. Premier jour de CP, septembre 2017. Encore une, CE1, CE2, CM1, CM2, collège. 6 photos alignées. 6 rentrées scolaires. Madame Morel, pouvez-vous me dire à laquelle vous avez assisté? Silence. Aucune, c'est cela. Sophie a tourné une page. 34 rendez-vous médicaux documentés. Vaccins, dentistes, pédiatres, ophtalmologues. Elle a levé les yeux vers Valérie. Vous étiez présente à combien? Le visage de Valérie s'était décomposé. Damien, j'avais eu tort, il était là, au fond de la salle, s'est penché vers l'avant, les mains crispées. Madame Morel, pourquoi n'avez-vous jamais répondu aux convocations du tribunal en 2017? Je ne les ai pas reçues. Elles ont été envoyées à votre dernière adresse connue, 3 fois, dont une par huissier. Sophie a déposé les preuves. Vous n'avez jamais fait suivre votre courrier? Vous n'avez jamais contesté le jugement de 2017? Je ne savais pas. Pendant 8 ans, Madame Morel, vous n'avez jamais cherché à savoir où était votre fille? La voix de Sophie était clinique, chirurgicale. Jamais contacté les services sociaux, la police, un avocat? C'était compliqué. Compliqué. Sophie a ouvert le 3e classeur. Voici les relevés bancaires de mon client. Chaque mois, depuis février 2016, il verse 450 € sur un compte au nom de Clara Durand. Libellé, pension alimentaire de la mère. Elle a regardé Valérie. Avez-vous versé un seul euro pour votre fille en 9 ans? Le silence était assourdissant. Le juge Morel feuilletait les documents, son visage devenant de plus en plus sévère. Madame Morel. Sa voix avait pris cette tonalité glaciale que connaissent tous ceux qui ont comparu devant un juge peu impressionné. Pourquoi êtes-vous revenu maintenant? Valérie a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses yeux cherchaient Damien au fond de la salle. Parce que je suis prête, enfin prête, à être une mère. Après 9 ans. Oui. Et cela n'a rien à voir avec l'héritage de votre défunt mari? Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau. Héritage. Valérie a pâli encore plus, si c'était possible. Non, votre honneur, je veux juste ma fille. Vraiment? Le juge a refermé le classeur. Parce que selon les documents que j'ai ici, vous avez demandé à votre avocat d'exiger l'accès au compte de succession. Pourquoi, si ce n'est pas une question d'argent? Pour m'assurer que Clara est bien prise en charge financièrement. Elle l'est. Le juge s'est tourné vers moi. Monsieur Durand, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Je me suis levé lentement. J'ai regardé Valérie. Elle évitait mon regard maintenant. Votre honneur, j'ai un document supplémentaire à verser au dossier. J'ai sorti une enveloppe de ma sacoche. Enveloppe que j'avais préparée 9 ans plus tôt. Le testament authentique de mon fils, Mathieu Durand, établi le 15 janvier 2015 devant maître Laurent Richard, notaire. Le silence dans la salle était total. L'avocat de Valérie s'est redressé brusquement. Un testament?
Votre honneur, ce document aurait dû être produit lors de la succession. Il l'a été. Ma voix sobre était calme. Auprès du notaire chargé de la succession, Madame Morel n'a jamais contesté, n'a jamais demandé à le consulter, probablement parce qu'elle ne s'est jamais présentée. J'ai tendu le document au juge. Il l'a ouvert, l'a parcouru. Ses sourcils se sont levés. « Madame Morel, étiez-vous au courant de l'existence de ce testament ?» Non. Mais je suis sa veuve. J'ai des droits. Le juge a lu encore, puis il a levé les yeux vers elle. Ce testament mentionne explicitement un adultère constaté en décembre 2014, avec preuve à l'appui. Sa voix était neutre, mais ses yeux étaient proies. Votre mari a choisi de léguer l'intégralité de ses biens à sa fille Clara. Vous n'êtes pas mentionné. Le visage de Valérie s'est vidé de toute couleur. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Au fond de la salle, Damien s'est levé brusquement et est sorti. La porte a claqué. C'est impossible. La voix de Valérie était un souffle. L'appartement, les 682 000 € ont été vendus en 2017 et placés sur un compte bloqué au nom de Clara Durand, géré par son grand-père jusqu'à ses 25 ans, comme le stipule le testament. Le juge a refermé le document. Vous n'avez aucun droit sur cet héritage, Madame Morel. Elle s'est effondrée sur sa chaise, littéralement effondrée, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Son avocat chuchotait furieusement. Elle ne l'écoutait pas. Ses yeux étaient perdus, hagards. Le juge Morel a pris sa plume. Eu égard aux éléments présentés, cette cour statue comme suit. Il a écrit, chaque mot tombant comme un couperet. La garde exclusive de la mineure Clara Durand est maintenue au profit de monsieur Jean-Pierre Durand. Pause. La demande de révision de madame Valérie Morel est rejetée. Il a levé les yeux. De plus, compte tenu de l'abandon manifeste et délibéré constaté sur une période de 9 années, cette cour ordonne une expertise psychologique de la mineure avant tout droit de visite. Madame Morel, vous ne pourrez voir votre fille que si elle consent à vous rencontrer, et uniquement en présence d'un médiateur familial. Valérie pleurait maintenant, des sanglots rauques, profonds. L'audience est levée. Le juge est sorti. Sophie a rangé les classeurs. Monsieur Durand, félicitations. Je n'ai rien dit. Je regardais Valérie, toujours effondrée sur sa chaise, son avocat qui tentait de la consoler. Pas de triomphe, pas de joie, juste cette sensation froide, mathématique. Justice rendue. Je suis sorti du tribunal. Le soleil de juin était éblouissant après la pénombre de la salle d'audience. Mon téléphone a vibré, un message de Clara. « C'est fini ? » ?»« Oui, ma chérie, c'est fini. Tu restes avec moi. »« Je sais, tu me l'avais promis. Je te fais confiance, papy. » J'ai souri. 9 ans de patience. Et maintenant, Clara était en sécurité. Pour toujours. Le jugement du 18 juin n'était pas une fin, c'était une pause. Le temps que Valérie et Damien digèrent leur défaite. Le temps qu'ils comprennent qu'ils avaient perdu la bataille de la garde. Mais pas encore la guerre. Sophie m'avait prévenu. « Monsieur Durand, ils vont probablement faire appel. Et même si l'appel échoue, le juge a ordonné une expertise psychologique de Clara avant d'autoriser ou refuser les visites. » Une expertise ? Pour s'assurer qu'un contact avec sa mère biologique ne lui causerait pas de traumatisme. C'est une procédure standard dans ce type de cas. Combien de temps ? 2 à 3 semaines. La psychologue Madame Lefebvre a été désignée. Elle est excellente, très professionnelle. Le 3 juillet, Clara et moi sommes allés au rendez-vous. Cabinet, rue de la République, 3e étage. Madame Lefebvre était une femme d'une 50aine d'années, cheveux courts, regard bienveillant mais pénétrant. Monsieur Durand, je vais m'entretenir avec Clara seul à seul pendant environ 1 heure. Vous pouvez attendre dans la salle d'attente. J'ai regardé Clara. Elle a hoché la tête. Ça va aller, papy. Je sais, ma chérie. 1 heure 10 minutes plus tard, Clara est ressortie, calme, sereine. Elle m'a souri. C'était bien, elle est gentille. Madame Lefebvre m'a fait signe d'entrer dans son bureau. Monsieur Durand,
Je ne peux évidemment pas vous révéler le contenu de notre entretien. Mais je peux vous dire que Clara est une jeune fille remarquablement équilibrée, mature pour son âge, lucide. Elle va bien? Elle va très bien. Un sourire. Vous avez fait du bon travail, monsieur. Le rapport d'expertise a été remis au tribunal le 15 juillet. Sophie m'en a lu les conclusions principales au téléphone. La mineure Clara Durand présente une stabilité psychologique remarquable. Aucun signe de détresse émotionnelle. Lien d'attachement fort et sécurisant avec son grand-père paternel, figure d'autorité principale depuis l'âge de 4 ans. Elle a fait une pause. La mineure ne manifeste aucun souvenir significatif de sa mère biologique et exprime une appréhension marquée à l'idée d'un contact forcé. Recommandation. Ne pas imposer de visite contre la volonté de la mineure. Tout contact devra être initié par l'enfant elle-même. J'ai fermé les yeux. C'est fini alors. Pour la garde, oui, absolument. Mais Valérie n'avait pas dit son dernier mot. Le 21 juillet, 3 jours après la publication du rapport d'expertise, son avocat a déposé une nouvelle requête. Pas pour la garde cette fois, pour l'argent. Demande d'accès au compte de succession de Mathieu Durand, décédé le 12 août 2015. Motif: vérification de la bonne gestion des fonds appartenant à la mineure Clara Durand. Sophie a ri en lisant la requête. Un rire sans joie. Il ne lâche pas, hein? Jamais. J'ai regardé par la fenêtre de son bureau. Damien est toujours là? D'après mes sources, oui. Apparemment, il a convaincu Valérie que même sans la garde, elle peut récupérer une partie de l'héritage. Droit de la veuve, tout ça. Et c'est possible? Non. Pas avec le testament authentique. Mais ils vont essayer. Elle a refermé le dossier. Audience prévue le 8 août. Préparez-vous, monsieur Durand. Cette fois, ils vont attaquer sur le terrain financier. Entre-temps, Valérie et Damien ont commis une erreur. Une grosse. Le 25 juillet, en fin d'après-midi, Clara rentrait de son cours de dessin. Elle marchait rue de la Pardieu quand une voiture s'est arrêtée à sa hauteur. Damien. « Clara, attends !» Elle a accéléré le pas. Il est sorti de la voiture. « Clara, s'il te plaît, juste 2 minutes. Ta maman veut juste te parler. » Clara a couru, directement vers la boulangerie Martineau, celle qui était toujours pleine de monde l'après-midi. Elle est entrée, essoufflée, les yeux paniqués. Madame Martineau, qui la connaissait depuis des années, a immédiatement compris. Elle a appelé la police. Et moi. Quand je suis arrivé 10 minutes plus tard, Damien était toujours devant la boulangerie, dans sa voiture. Les policiers venaient d'arriver. « Monsieur, vous êtes conscient qu'il y a une ordonnance d'interdiction d'approcher ? Je voulais juste parler à la gamine. Vous avez violé une décision de justice. » Damien a été emmené au commissariat. Procès verbal. Amende de 750 €, avertissement sévère. Le soir même, Sophie déposait une demande de renforcement de l'ordonnance de protection. Interdiction étendue à tout contact direct ou indirect, y compris pour Valérie. Ils se tirent une balle dans le pied, monsieur Durand. Sophie rangeait les documents dans son attaché-case. Chaque fois qu'ils agissent impulsivement, ils perdent de la crédibilité devant le juge. Damien ne réfléchit pas, il agit. Valérie non plus apparemment, sinon elle l'aurait empêché. Le 8 août, nouvelle audience, tribunal judiciaire, même salle. Mais cette fois, l'atmosphère était différente, plus tendue, plus désespérée. Valérie était là, sans Damien cette fois. Son avocat, maître Girard, avait l'air fatigué. 2 défaites coup sur coup, ça use. Le juge Morel a ouvert la séance. Requête de madame Morel concernant l'accès au compte de succession. Maître Girard ? Votre honneur, ma cliente a le droit de s'assurer que les fonds de son défunt mari sont correctement gérés dans l'intérêt de sa fille. Nous demandons un audit complet des comptes. Sophie s'est levée. Votre honneur, cette requête est une manœuvre dilatoire. Le testament authentique de Mathieu Durand est clair. Tous les biens vont à Clara, gérés par son grand-père jusqu'à ses 25 ans. Madame Morel n'a aucun droit de regard sur cette gestion. Elle est la mère. Elle a abandonné sa fille pendant 9 ans. La voix de Sophie était tranchante comme un scalpel. Elle n'a payé aucune pension alimentaire.
Elle n'a manifesté aucun intérêt jusqu'à ce qu'elle apprenne l'existence de l'héritage. Le juge a feuilleté les documents. Maître Girard, sur quelle base juridique fondez-vous cette demande? Les droits parentaux, votre honneur, qui ont été suspendus par mon jugement du 18 juin dernier. Silence. De plus, le juge a sorti un document de son dossier. J'ai ici le procès-verbal du 25 juillet. Tentative de contact non autorisé avec la mineure. Violation de l'ordonnance de protection. Le visage de Valérie s'est crispé. Madame Morel, pourquoi votre compagnon a-t-il tenté d'approcher Clara malgré l'interdiction formelle? Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Vraiment? Le ton du juge était polaire. Vous ne saviez pas? Comme vous ne saviez pas que votre mari avait fait un testament. Comme vous ne saviez pas qu'il fallait donner votre adresse pour recevoir du courrier. Maître Girard a tenté une intervention. Votre honneur. Silence. Le juge a refermé le dossier. Cette demande est rejetée. Madame Morel n'a aucune qualité pour demander un audit des comptes gérés par Monsieur Durand en application d'un testament authentique. Il a signé. De plus, compte tenu de la violation de l'ordonnance de protection, les droits de visite sont définitivement suspendus jusqu'à la majorité de Clara. Si elle souhaite voir sa mère à ce moment-là, ce sera son choix. Valérie a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. L'audience est levée. Je suis sorti du tribunal avec Sophie. Le soleil d'août était écrasant. « C'est vraiment fini ?» ai-je demandé. « Ils peuvent encore faire appel, mais ils vont perdre. Le droit français est très clair sur ces questions. » Elle m'a regardé. « Vous avez gagné, monsieur Durand, sur toute la ligne. » J'ai pensé à Clara qui m'attendait à la maison, à sa vie tranquille, ses études, ses rêves. « Non, Sophie, ce n'est pas moi qui ai gagné, c'est elle. » Mais il restait encore une chose, une dernière carte que je n'avais pas encore jouée, parce que Valérie ne savait toujours pas toute la vérité. Le 15 août 2025. Fête nationale en France, jour férié. Lyon était presque vide, les habitants partis en vacances. Clara et moi étions à Villiers-Morgon, au vignoble. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Monsieur Durand? Voix masculine professionnelle. Maître Rousseau, avocat. Je représente Madame Valérie Morel. Encore un. Le troisième avocat en 3 mois. Je vous écoute. Ma cliente souhaite une rencontre, hors tribunal, pour trouver un arrangement. Un arrangement? Elle est prête à renoncer définitivement à tous ses droits sur Clara, en échange d'une compensation financière issue de l'héritage de Mathieu Durand. J'ai souri. Clara arrosait les plants de tomates à quelques mètres, fredonnant une chanson. Quelle compensation? 100 000 euros. Non. Monsieur Durand, soyons raisonnables. Maître Rousseau, transmettez ceci à votre cliente. Elle n'aura pas un centime de l'héritage de mon fils. Pas maintenant. Pas dans 10 ans. Jamais. Monsieur. Et si elle souhaite vraiment comprendre pourquoi, dites-lui de venir à une dernière audience, celle où tout sera révélé. J'ai raccroché. Sophie, que j'avais mise au courant, a organisé une convocation officielle. Monsieur Durand, vous êtes sûr de vouloir faire ça? Absolument. Mais pourquoi? Vous avez déjà gagné. Le testament est public maintenant. Elle sait qu'elle n'aura rien. Elle sait qu'elle n'aura rien. Mais elle ne sait pas tout. J'ai regardé par la fenêtre. Et je veux qu'elle sache, je veux qu'elle comprenne exactement ce qu'elle a perdu. L'audience a été fixée au 28 août. Pas au tribunal cette fois. Dans l'étude de Laurent Richard, Valérie est venue, seule. Damien l'avait quittée 3 jours après l'audience du 8 août. Selon mes sources, il était déjà avec une autre femme à Paris. Fidèle à son personnage, elle était maigre, fatiguée, les cheveux ternes, les yeux cernés. Laurent était là, Sophie également, et moi. Madame Morel, Laurent l'a invitée à s'asseoir. Nous vous avons convoqué pour une raison précise. Monsieur Durand souhaite clarifier certains points concernant la succession de son fils. Valérie me regardait avec une méfiance mêlée d'espoir. Elle pensait encore que j'allais peut-être céder, lui donner quelque chose. Pauvre Valérie. Laurent a ouvert un dossier. Le testament de Mathieu Durand
établi le 15 janvier 2015, lègue tous ses biens à sa fille Clara. Je sais, sa voix était amère. Mais savez-vous pourquoi? Parce qu'il avait découvert mes messages avec Damien. En partie. Laurent a sorti un autre document. Mais il y a autre chose. Quelque chose que vous ne savez pas. Il a poussé le document vers elle. Voici l'acte d'achat de l'appartement de la Presqu'île, daté du 15 mars 2010, propriété exclusive de Mathieu Durand. Et alors? Regardez la source du financement. Valérie a lu. Ses yeux se sont écarquillés. L'argent venait de son père? De moi, oui. J'ai pris la parole pour la première fois. 450 000 €, un prêt familial, officiel, enregistré chez le notaire, remboursable à la succession. Mais l'appartement valait 680 000 € à la vente. J'ai sorti un relevé bancaire. Après remboursement du prêt, il restait 182 400 €. C'est cette somme qui a été placée sur le compte de Clara. Pas 680 000 €. Le visage de Valérie est passé du blanc au gris. Les 450 000 € qui m'ont été remboursés. J'ai souri. Ce sourire froid que Sophie connaissait maintenant. Je les ai placés sur un autre compte, à mon nom cette fois. Vous avez volé l'héritage? Non, Laurent est intervenu. Tout est parfaitement légal. Le prêt était documenté. Le remboursement à la succession est obligatoire en droit français. Monsieur Durand a simplement récupéré son argent. Mais Clara a 182 400 € qui l'attendent à ses 25 ans, plus les intérêts composés. J'ai refermé le dossier. Elle sera très bien. Valérie tremblait. Vous avez tout manigancé, depuis le début. Non, j'ai simplement protégé ce qui appartenait à mon fils et à ma petite fille. Je me suis levé. Vous, Valérie, vous avez passé 9 ans à fuir, à chercher la facilité, à espérer qu'un jour, vous pourriez revenir et prendre ce que vous n'aviez jamais mérité. Je suis sa mère? Non. Ma voix était douce mais implacable. Vous l'avez mise au monde. Mais une mère, c'est quelqu'un qui reste, qui protège, qui aime. Vous n'avez jamais été ça. Elle pleurait maintenant. Pas de performance, de vraies larmes, de rage, de désespoir. Et savez-vous ce qui est ironique? J'ai enfilé ma veste. Si vous étiez resté, si vous aviez été là pour Clara, si vous l'aviez aimée vraiment, peut-être que Mathieu vous aurait pardonné. Peut-être que le testament aurait été différent. Mais vous êtes parti. Et pendant 9 ans, vous n'avez pas donné de nouvelles. Pas une lettre. Pas un appel. Pas un euro. J'ai ouvert la porte. Et maintenant vous voulez qu'on vous donne 100 000 €? Pourquoi? Pour avoir abandonné votre fille? Je me suis arrêté sur le seuil. Vous ne saurez jamais à quel point Clara est brillante, Valérie. Vous ne la verrez jamais obtenir son diplôme. Vous ne serez pas là le jour de son mariage. Vous ne connaîtrez pas vos petits-enfants. Elle sanglotait, la tête dans les mains. Et tout ça pourquoi? Pour 680 000 € qui n'ont jamais existé. Je suis sorti. Dehors, la chaleur d'août était suffocante. Sophie m'attendait. Vous avez été dur. Elle méritait de savoir. Que ressent-on après 9 ans de préparation? J'ai réfléchi. Qu'est-ce que je ressentais? Pas de triomphe, pas de joie, même pas de satisfaction, juste du vide et du soulagement. Je ressens que c'est fini, vraiment fini. Que Clara peut grandir en paix maintenant. Mon téléphone a vibré. Un message de Clara. Papy, tu rentres quand? J'ai fait des crêpes. J'ai souri, un vrai sourire cette fois. Je ressens que j'ai une petite fille qui m'attend à la maison et que c'est tout ce qui compte. Le soir même, j'ai reçu un email de l'avocat de Valérie. Elle renonçait officiellement à tout appel, à tous ses droits, définitivement. C'était vraiment fini. 9 ans de patience, 9 ans de documentation, 9 ans d'attente. Et maintenant, justice était faite. Pas de la vengeance, de la justice. Il y a une différence, aussi subtile soit-elle. Septembre 2025 est arrivé avec ses premiers vents d'automne. Clara a repris l'école.
4e année de collège, 14e année de sa vie. 10 de ces années passées avec moi. Le 3 septembre, j'ai reçu une notification du tribunal. Dernier recours de Valérie, déposé le 2 septembre. Tentative désespérée d'appel du jugement du 8 août. Sophie a ri en lisant le document. Elle n'a même pas d'avocat, elle l'a rédigé elle-même. Regardez, il y a des fautes d'orthographe. C'est recevable? Techniquement, oui. Tout citoyen peut se défendre seul. Elle a refermé le dossier. Mais ça ne changera rien. Le droit est le droit. L'audience d'appel a été fixée au 18 septembre. Cour d'appel de Lyon, palais de justice du quai Romain-Rolland. Même bâtiment, étages différents. Cette fois, Valérie était seule, vraiment seule. Damien avait disparu depuis un mois. Pas d'avocat. Juste elle, dans un tailleur noir froissé, tenant son dossier comme un radeau de sauvetage. Elle m'a vu entrer avec Sophie. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Elle n'avait pas dû dormir depuis des jours. La salle d'audience était plus grande que celle du premier jugement. 3 juges, cette fois. Le président de la Chambre, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux blancs, a ouvert la séance. Affaire numéro 2025-8934. Appel de Madame Valérie Morel contre le jugement du 8 août 2025. Ah, Valérie s'est levée. Ses mains tremblaient tellement que les feuilles en bruissaient. Votre honneur !» Sa voix s'est brisée. « Je suis la mère de Clara, sa vraie mère, et on me l'a enlevée, on m'a tout pris. » Le juge a consulté le dossier. « Madame Morel, vous représentez-vous seule ? Je n'ai plus d'argent pour un avocat, ils m'ont tout pris. »« Il ? Lui ?» Elle m'a pointé du doigt. « Jean-Pierre Durand. Il a manigancé tout ça depuis le début. Il m'a piégé !» Sophie s'est levée calmement. « Votre honneur, puis-je rappeler les faits ? Madame Morel a abandonné sa fille pendant 9 ans. 9 années documentées, prouvées, incontestables. Je n'ai pas abandonné, j'étais... Vous étiez où, Madame Morel ? Le juge l'a regardée par-dessus ses lunettes. Pendant 9 ans. Où étiez-vous ? À Paris. Je cherchais du travail. Vous avez changé d'adresse 8 fois, sans jamais informer le père de votre enfant, sans jamais envoyer un centime de pension alimentaire, sans jamais demander de nouvelles. Il a tourné une page. Le tribunal de première instance a été très clair. Mais l'argent, Valérie criait maintenant. Il a pris l'argent de mon mari, 680 000 euros. 450 000 euros de ces euros appartenaient à Monsieur Durand. Le juge a lu le document de Laurent. Prêt familial documenté en 2010. Remboursable à la succession. Tout est légal. Mais Clara mérite. Clara a 182 400 euros qui l'attendent à sa majorité, plus les intérêts. Le juge a refermé le dossier. Madame Morel, votre appel ne présente aucun élément nouveau, aucune preuve, aucun argument juridique valable. Valérie s'est effondrée sur sa chaise, littéralement, comme si ses jambes avaient cessé de la porter. Compte tenu des éléments du dossier, cette cour rejette l'appel. Le jugement du 8 août 2025 est confirmé dans toutes ses dispositions. Le président a signé. Madame Morel, vous êtes de plus condamnée aux dépens de cette procédure. Les dépens ? Les frais de justice. Sophie a murmuré à mon oreille 8 400 euros supplémentaires. Le juge a levé les yeux. De plus, cette cour constate que cet appel était manifestement abusif. Nous ordonnons donc une astreinte de 500 euros par jour si vous engagez une nouvelle procédure sans fondement. Valérie ne pleurait même plus. Elle fixait le vide, les yeux hagards. L'audience est levée. Je suis sorti du palais de justice. Le soleil de septembre était doux, presque caressant. Les feuilles commençaient à jaunir sur les arbres du quai. Sophie marchait à côté de moi. C'est vraiment fini cette fois. Elle ne peut plus rien faire. Je sais. Comment vous sentez-vous ? J'ai respiré l'air frais. Libre. Derrière nous, Valérie est sortie du palais, seule, brisée. Elle s'est assise sur les marches, la tête entre les mains. Je l'ai regardée une dernière fois. Cette femme qui avait été la mère de ma petite fille. Cette femme qui avait tout abandonné pour rien. Pas de pitié, pas de remords, juste cette clarté froide, mathématique. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle en payait le prix. Monsieur Durand ? Sophie me regardait. Vous venez ? Oui,
Nous sommes partis, sans nous retourner. Le 25 septembre, j'ai reçu une lettre. Écriture manuscrite, enveloppe froissée. De Valérie, je l'ai ouverte. 2 pages. Jean-Pierre, je sais que vous ne me répondrez pas, mais il faut que j'écrive. Pour moi, peut-être pour Clara un jour, si elle veut savoir. J'ai été stupide, jeune, immature, égoïste. Quand Mathieu est mort, j'ai paniqué. Je ne savais pas comment être mère, je ne savais même pas comment être adulte. Alors j'ai fui, je me suis dit juste quelques mois. Puis quelques mois sont devenus quelques années. Et puis, c'était trop tard, trop de temps, trop de honte. Quand Damienne m'a parlé de l'appartement, de l'héritage, j'ai cru que c'était ma chance de revenir, de recommencer, d'avoir les moyens d'être une vraie mère. Je me suis menti. Je sais maintenant que l'argent n'était qu'une excuse, une justification pour ma lâcheté. Vous aviez raison, surtout. Je ne suis pas une mère, je ne l'ai jamais été. Clara est mieux avec vous, elle l'a toujours été. Je ne demande pas de pardon, je ne le mérite pas. Je demande juste, dites-lui un jour que je suis désolé, que j'ai été faible, mais que je l'aime, à ma façon, même si ce n'était jamais assez. Prenez soin d'elle, Valérie. J'ai replié la lettre. Je l'ai rangée dans un tiroir de mon bureau, à côté des 4 classeurs. Un jour peut-être, je la montrerai à Clara, quand elle sera adulte, quand elle pourra comprendre, ou peut-être pas. Certaines choses sont mieux laissées dans le passé. Le soir même, Clara est rentrée de l'école, son sac à dos rempli de livres. « Papy, tu sais quoi ? » ?»« Quoi donc, ma chérie ? » ?»« Madame Fontaine dit que j'ai le meilleur dossier scolaire de la classe. Elle pense que je peux viser Polytechnique. » Polytechnique, l'école Polytechnique, l'une des grandes écoles les plus prestigieuses de France. Je n'en doute pas une seconde. Elle m'a embrassé sur la joue. Je vais travailler dans ma chambre. Je l'ai regardé monter les escaliers, son pas léger, sa confiance tranquille. Mathieu aurait été fier. J'étais fier. Et c'était tout ce qui comptait. Octobre 2025. Les vignes de Villiers-Morgon étaient magnifiques, dorées et cramoisies sous le soleil d'automne. Clara et moi étions venus pour les vendanges, tradition annuelle. Cette année plus que jamais, j'avais besoin de cette connexion avec la terre, avec les racines, avec ce qui dure. Elle riait, courant entre les rangées de vignes, son panier déjà à moitié plein de grappes. 14 ans maintenant. Plus une enfant, pas encore une adulte. Cette période magique entre les deux. « Papy, regarde celle-là, elle est énorme. » Je me suis approché. Effectivement, une grappe parfaite, le gamay à son meilleur. Belle prise. Nous avons travaillé en silence pendant 1 heure. Le silence confortable des gens qui n'ont pas besoin de parler pour se comprendre. À midi, nous nous sommes assis sous le vieux chêne, notre pique-nique étalé sur une nappe à carreaux. Pain, fromage de chèvre du marché, tomates du jardin. Simplicité. Papy, Clara a mordu dans son sandwich, elle va vraiment ne plus jamais revenir ? Je savais de qui elle parlait. Nous n'avions pas évoqué Valérie depuis des semaines. Non, ma chérie, elle ne reviendra plus. C'est bizarre. Elle a réfléchi. Je devrais être triste, non ? Mais je ne le suis pas. Pourquoi serais-tu triste ? Parce que c'est ma mère. Biologiquement, oui. J'ai coupé un morceau de fromage. Mais une vraie mère, Clara, c'est quelqu'un qui est là, tous les jours, dans les bons moments et les mauvais. Comme toi, comme moi. Elle a hoché la tête. Je sais, j'ai toujours su. Nous avons fini notre pique-nique. Puis Clara a sorti son carnet de dessin, jamais loin, et a commencé à croquer le paysage. Je l'ai observé. Son front plissé par la concentration, ses mains précises, assurées. Mathieu avait la même expression quand il travaillait sur ses dossiers. Clara, MMH, un jour, quand tu auras 25 ans, il y aura de l'argent pour toi, l'héritage de ton père. 182 400 € avec les intérêts, probablement autour de 220 000 €. Elle a levé les yeux de son carnet. Je sais, tu me l'as dit. Tu pourras en faire ce que tu veux. Des études, un appartement, un voyage, tout ce que tu désires. Et si je veux le laisser pour mes enfants ? Comme papa voulait le laisser pour moi ? J'ai souri. Alors tu le feras. C'est ton choix, ta vie, ton avenir. Elle a repris son dessin.
D'accord, mais d'abord Polytechnique. D'abord Polytechnique. Le soir, de retour à l'appartement de Lyon, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau. Les 4 classeurs. 9 ans de documentation. 9 ans de ma vie transformée en papier. J'ai regardé le premier. 23 février 2016, écrit sur la couverture. Puis le dernier. 28 août 2025, sur la dernière page. 9 ans et 6 mois. Tout était là. Chaque jour, chaque moment, chaque preuve. J'ai refermé le tiroir. Je n'aurais plus besoin de ces classeurs. L'histoire était écrite. Le livre était fermé. Le 15 octobre, Sophie Bernard m'a appelé. Monsieur Durand, j'ai une dernière formalité. Laquelle? La clôture officielle du dossier. Un document à signer. Pouvez-vous passer à mon cabinet demain? Le lendemain, dans son bureau avec vue sur la Saône, Sophie a sorti un document final. Jugement définitif, irrévocable. Elle a pointé les signatures. Cour d'appel, aucun recours possible. Clara reste sous votre garde exclusive jusqu'à sa majorité. J'ai signé. Le stylo a glissé sur le papier avec une facilité satisfaisante. C'est fait. Sophie a rangé le document. Félicitations, monsieur Durand. Vous avez gagné. Non. J'ai secoué la tête. Clara a gagné. Un avenir stable, une éducation, une vie. Sophie a souri. Vous êtes un homme bien, monsieur Durand. Je suis juste un grand-père qui aime sa petite fille. En sortant du cabinet, j'ai reçu un message. De Laurent Richard. Jean-Pierre, café, j'ai quelque chose pour toi. Nous nous sommes retrouvés au café habituel, rue de la République. 10h30, expresso serré. Laurent a sorti une enveloppe. Tiens, qu'est-ce que c'est? Acte notarié, testament mis à jour. Le tien. J'ai ouvert. Mon testament. Tout à Clara. 100%. L'appartement de la Pardieu. Les 450 000 € récupérés de la succession de Mathieu. Le vignoble de Villiers-Morgon. Tout est en ordre. Laurent a bu son café. Le jour où, enfin, tu sais, tout ira à Clara. Directement. Aucune contestation possible. Merci, Laurent. De rien. Il m'a regardé. Tu sais, en 40 ans de métier, je n'ai jamais vu quelqu'un planifier aussi méticuleusement. La patience est une vertu, apparemment. Il a souri. Comment va Clara? Elle vise Polytechnique. Bien sûr qu'elle vise. Elle est ta petite fille. Nous avons fini nos cafés en parlant de vignes, de vendanges, de tout sauf de Valérie. Le passé était le passé. Le 2 novembre, jour des morts, Clara et moi sommes allés au cimetière de la Guillotière. Tombe de Mathieu. Clara a posé des chrysanthèmes blancs. Salut, papa. Elle parlait toujours à la tombe, depuis qu'elle était petite, comme si Mathieu pouvait l'entendre. J'ai eu 18 en maths. Madame Fontaine dit que je suis brillante. Elle a souri. Papy dit que je te ressemble. J'ai posé ma main sur son épaule. Papa, je voulais te dire merci, pour papy, pour m'avoir laissé avec lui. Elle a touché la pierre tombale. J'ai eu de la chance. Nous sommes restés là un moment, dans le silence du cimetière. Puis nous sommes rentrés. À la maison, Clara a fait ses devoirs. Moi, j'ai préparé le dîner. Blanquette de veau, sa préférée. Pendant le repas, elle m'a raconté sa journée, ses amis, ses professeurs, ses projets, une vie normale, une adolescence normale. C'était tout ce que je voulais pour elle. Après le dîner, alors qu'elle regardait un film dans le salon, je suis sorti sur le balcon. La nuit était claire. Lyon scintillait en contrebas. 9 ans. 9 ans depuis ce jour de février où Valérie avait sonné à ma porte avec une petite fille de 4 ans. 9 ans de patience, de documentation, de préparation. Et maintenant? Maintenant, c'était fini. Clara était en sécurité, son avenir assuré, sa vie devant elle. Ai-je eu raison? Ai-je été trop dur? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, j'ai fait ce qu'il fallait, ce que Mathieu aurait voulu, ce que Clara méritait. La justice n'est pas toujours douce, elle n'est pas toujours gentille, mais elle est juste, et c'est suffisant. Papy? Clara m'a appelé du salon. Le film commence? Tu viens? J'arrive, ma chérie. J'ai jeté un dernier regard sur Lyon.
La ville où j'avais passé toute ma vie. La ville où j'avais élevé mon fils. La ville où maintenant j'élevais ma petite fille. Les racines. C'est tout ce qui compte finalement. Je suis rentré. Clara avait préparé du pop-corn. Nous nous sommes installés sur le canapé, une couverture sur les genoux. Une soirée normale. Une vie normale. Exactement comme ça devait être. Dehors, novembre étendait ses premières nuits froides sur la ville. Mais ici, dans cet appartement de la Pardieu, il faisait chaud, il faisait bon, il faisait chez nous. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre nouvelle chaîne et écoutez plusieurs histoires qui s'y trouvent. Vous trouverez le lien vers celle-ci dans la collaboration ou la description de cette vidéo ou encore dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas nous perdre de vue car cette chaîne cessera bientôt d'exister.